Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Poker en 10 minutes. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'équité, qui est une mesure de la probabilité qu'on a de remporter une main, et si vous vous souvenez bien de l'épisode, et d'ailleurs je conseille à ceux qui ne l'ont pas vu de le regarder avant celui-ci, eh bien j'avais expliqué en milieu de vidéo que l'équité ne prend en compte que la probabilité pure de remporter une main, et qu'elle ne tient donc pas compte du tout des montants des mises et des potentiels gains ou des potentielles pertes que l'on peut avoir pour remporter cette main. L'équité vous donne donc simplement vos chances de remporter un coup, mais elle ne va pas vous dire si vos actions sont profitables ou pas. Donc finalement, ce n'est pas grâce à l'équité que vous allez savoir si vous jouez bien ou non. En revanche, il existe bel et bien dans le poker une mesure de la profitabilité, c'est ce qu'on appelle les EV, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vous préviens d'avance, c'est une vidéo qui va être assez théorique dans laquelle il y aura quelques calculs, mais je vais essayer de les simplifier autant que possible. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à faire pause pendant que j'expose les différentes étapes de raisonnement, si vous avez besoin d'être bien sûr de comprendre ce que j'explique. On est parti ? EV, ce sont les initiales de Expected Value, ce qui signifie à peu près espérance de gain en français. D'ailleurs, la formule de calcul des EV s'affiche au-dessus de ma tête à l'écran, et ceux qui ont fait des maths y reconnaîtront effectivement la formule de calcul d'une espérance mathématique. Pour ceux qui sont pas trop à l'aise avec le concept d'espérance, il faut simplement se dire que c'est une moyenne, mais en probabilité. C'est-à-dire qu'on va prendre le montant de vos gains si vous gagnez le coup, et on va venir le pondérer par votre probabilité d'effectivement remporter le coup, et on va faire pareil avec le montant de vos pertes si vous perdez le coup, et la probabilité de perdre le coup. Dans cette formule de calcul, vous voyez donc l'importance des paramètres de probabilité de remporter le coup et de probabilité de le perdre. On retrouve donc ici toute l'importance de l'équité, mais à laquelle on va venir rajouter le montant des gains et le montant des pertes pour se rendre compte si nos actions sont profitables ou si elles ne le sont pas du tout. Prenons un exemple pour rendre ça moins abstrait. Je suis en grosse blinde avec une paire de dames et mon adversaire en petite blinde décide de faire tapis tout de suite sans grosse blinde avec une paire d'as. Ici, quels seraient mes EV si je décide de payer, et quels seraient mes EV si je décide de me coucher? Bon, si je décide de me coucher, c'est évident, je vais juste perdre une blinde. Ma probabilité de victoire c'est 0, mon gain c'est 0, ma probabilité de défaite c'est 100%, et ma perte c'est une blinde. Je m'en rends compte au montage, mais j'ai présenté ça un petit peu vite. Les EV de se coucher, c'est systématiquement 0, et non pas -1. Pour la simple et bonne raison que notre grosse blinde elle est déjà au milieu et qu'il n'y a aucune décision qu'on puisse prendre qui nous la fera la récupérer de toute façon. Donc certes on a une perte de une blinde dans le coup si on décide de se coucher tout de suite, mais c'est parce qu'on a dû payer la grosse blinde, c'est pas parce qu'on a décidé de se coucher. Donc quelle que soit la situation, lever de se coucher c'est 0 et ce sera toujours 0. Mais je reprends l'explication. Maintenant si je décide de payer, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien comme vous pouvez le voir à l'écran au-dessus de nos mains respectives, la paire de dames a ici 19% d'équité contre la paire d'as. On va donc utiliser dans la formule de calcul 19% de chance de gagner et 81% de chance de perdre. Si jamais on remporte le pot, on aura gagné 100 grosses blindes, et si jamais on le perd, on aura perdu 100 grosses blindes. En faisant le calcul, on peut donc voir que si on paye ici avec paire de dames contre paire d'as, on va perdre en moyenne 62 grosses blindes, et qu'il n'est donc pas rentable de payer un tapis avec paire de dames si on sait à coup sûr que notre adversaire a paire d'as. Bon alors là c'est très bien, j'ai démontré un truc qui était à peu près évident pour tout le monde, mais maintenant faisons un petit peu varier notre situation et ajoutons-y plusieurs paramètres différents. Première hypothèse, un petit peu plus réaliste que le cas d'avant, supposons que la petite blinde n'a pas fait tapis tout de suite, mais qu'il y a eu, comme je vous présente à l'écran, une escalade d'enchères entre la petite blinde et la grosse blinde. Cette fois-ci, nous avons donc déjà investi 55 blindes dans le pot au moment où la petite blinde va nous revenir dessus à tapis. Donc si nous voulons à nouveau calculer nos EV, la situation va être un petit peu différente. Notre équité avec paire de dames c'est toujours 19%, ça c'est une valeur qui ne change pas. Mais en revanche ici, les 55 blindes que nous avons déjà misées, elles font déjà partie du pot. Il s'agit de coups qui sont irrécupérables, c'est-à-dire que même si on se couche, on ne les récupérera pas de toute façon. Ici, il nous reste donc à miser 45 blindes pour potentiellement en récupérer 155. Donc nos gains potentiels sont de 155 blindes, tandis que nos pertes potentielles sont de seulement 45. Et ici on peut voir que nos EV sont toujours négatifs, mais qu'on va perdre seulement 7 blindes en moyenne. Ce qui est toujours énorme, bien sûr, compte tenu du fait qu'on en mise 45, mais ce qui est déjà beaucoup moins terrible que la première situation qu'on a vue. Le fait que nous ou un autre joueur ait déjà misé de l'argent dans le pot et ait donc fait grossir le pot, peut donc parfois nous amener à faire des calls avec des mains qui sont dominées, simplement parce qu'il y a beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Maintenant, prenons une nouvelle hypothèse et rentrons dans un cas qui peut se rapprocher un petit peu plus de la réalité, et attribuons à notre adversaire non pas une main fixe, mais une range de mains possibles. Pour que les calculs ne soient pas trop compliqués, je vais rester dans la situation où notre adversaire décide de faire tapis tout de suite sans blinde depuis la petite blinde, ce qui n'est évidemment pas très réaliste, mais vous allez voir que le calcul va être bien assez compliqué comme ça. Disons donc que notre adversaire relance directement à tapis depuis la petite blinde, sans grosse blinde, et donnons-lui une range de seulement 5 mains possibles qui vont être paire d'as, paire de roi, paire de dame, paire de valet et as-roi. Et pour ajouter un petit peu de réalisme à notre analyse, disons que notre adversaire ne va pas tout le temps faire ça avec paire de valet, mais seulement la moitié du temps. Ici, si nous voulons calculer l'EV de notre décision de payer le tapis,
il va falloir décomposer le calcul en calculant l'EV de la décision de payer le tapis contre chacune des mains de la range adverse, et faire une moyenne que l'on va pondérer par le nombre de combinaisons qu'il existe de chacune de ces mains. Contre paire d'As, nous avons donc 19% d'équité et il existe 6 combinaisons de paire d'As dans le paquet. Contre paire de Roi, nous avons 17% d'équité et il existe également 6 combinaisons de paire de Roi dans le paquet. Contre paire de dames, nous avons 50% d'équité évidemment, et il existe une seule combinaison de paire de dames restante dans le paquet, puisque nous avons les 2 autres dames. Contre paire de valets, nous avons 81% d'équité, et il existe également 6 combinaisons de paire de valets dans le paquet, mais nous avons considéré que notre adversaire ne ferait ça que la moitié du temps avec les valets. Nous allons donc répercuter ça dans le calcul en ne comptant que 3 combinaisons de paire de valets. Et enfin, contre As-Roi, la probabilité va varier en fonction de la couleur de l'As et du Roi par rapport à la couleur de nos 2 dames, et du fait que As-Roi soit suité ou non. Mais pour ne pas encore surcharger le calcul, nous allons prendre une probabilité de 55% pour nos dames et 45% pour As-Roi, et nous allons considérer que ces 55% d'équité, nous les avons contre les 16 combos d'As-Roi disponibles dans le paquet. J'ai fait le calcul pour chaque ligne, et vous pouvez donc voir que les quelques cas où nous sommes favoris, c'est-à-dire contre 2 valets, contre As-Roi et très légèrement contre 2 dames parce qu'on avait déjà investi une blinde, ne compensent pas les 2 cas contre 2 As et 2 Rois où nous sommes très nettement derrière, et que, encore une fois, payer un tapis n'est pas profitable ici. Bon, alors évidemment, on est dans une situation qui n'existe pas du tout, c'est-à-dire une ouverture à tapis sans grosse blinde de la petite blinde, et dans un cas où en plus elle ne le ferait qu'avec des mains très fortes. On est donc très éloigné de la réalité, et dans la réalité, si vous voyez cette situation-là avec la petite blinde qui vous ouvre dessus à tapis et que vous avez une paire de dames, vous allez payer tous les jours. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était plutôt la formule de calcul des EV, en prenant un cas simple avec seulement 5 mains dans la range adverse, et dans une situation où il ne reste quasiment pas d'argent au milieu, où tout le monde a 100 blindes, où les stacks sont faciles à calculer, bref dans une situation plus facile que ce que vous n'aurez jamais dans la réalité. Et pourtant si vous regardez les calculs qui sont maintenant tout autour de ma tête, vous vous rendez compte que ça ressemble déjà à une usine à gaz. Donc évidemment on n'imagine même pas faire des calculs aussi précis avec des ranges encore plus étendues en plein milieu d'un tournoi. Vous voyez donc sans doute où je veux en venir, mais c'est à ce moment-là qu'interviennent les solvers. Effectivement, quand on a des difficultés pour calculer quelque chose, généralement on va laisser les ordinateurs le faire. Eh bien le poker ce n'est pas un domaine qui va y faire exception non plus. Là où nous, on a eu toutes les difficultés pour calculer à la main les EV de payer un tapis avec 2 dames contre une range qui contient seulement 5 mains, eh bien le solver, lui, il va être capable d'analyser toutes les options, contre des ranges qui contiennent des dizaines ou des vingtaines de mains, de prendre en compte que certaines mains ne vont pas se comporter tout le temps de la même manière, de prendre en compte tout l'argent qu'il y a au milieu, de prendre en compte la probabilité que les adversaires se couchent, etc., etc. Et donc mon but ici n'est pas de dire que le solver fait tout mieux que nous, parce que le solver, effectivement, il va nous donner les probabilités face à un adversaire qui joue un jeu parfait, et on sait bien que nos adversaires dans la vraie vie sont également des humains qui ne vont pas non plus jouer un jeu parfait. Mais en tout cas, ce que le solver va sortir comme résultat, ça va être uniquement basé sur le calcul des EV. C'est-à-dire que dans l'exemple que j'ai mis, on a une relance de notre adversaire au lot jack qui a relancé 2,3 fois la grosse blinde, et ici, si je prends une main comme paire de roi par exemple, vous pouvez voir qu'il va nous proposer les EV des différentes options, et nous dire que dans l'ordre, l'option la plus rentable est de relancer 8 fois la grosse blinde, que juste en dessous, l'option la plus rentable est de payer, encore un petit peu en dessous, nous avons l'option de faire tapis, et bien sûr, la pire option serait de se coucher. Mais je le dis et je le répète, bien sûr, le solver ici ne se base que sur des calculs d'EV, et il ne va pas, et même ne peut pas, prendre en considération les potentielles lectures que vous avez sur votre adversaire, et adapter sa range à un adversaire que nous trouverions trop frileux, par exemple. C'est donc une vision purement mathématique qui est, comme d'habitude, à compenser un petit peu aussi avec des évaluations plus humaines. Mais quoi qu'il en soit, l'arrivée des solvers dans le monde du poker a un petit peu révolutionné la manière dont tout le monde joue, puisqu'elle nous a au moins permis de calculer facilement les EV et donc d'identifier les moves qui ne sont pas du tout profitables. Voilà pour cet épisode sur les EV, j'espère qu'il vous a plu. Globalement, s'il y a une mesure de la qualité de jeu au poker, c'est bien celle-là. C'est-à-dire que pour toutes les relances, pour tous les calls, bref, pour toutes les décisions qui peuvent survenir dans le poker, on va pouvoir les évaluer en EV, et on va parler des bonnes décisions comme étant des décisions EV+, c'est-à-dire avec une valeur d'EV positive, et des mauvaises décisions comme étant des décisions EV-, c'est-à-dire avec des valeurs d'EV négatives. Et si certaines décisions peuvent sembler complètement évidentes pour la majorité des joueurs de poker, eh bien tout le talent des tout meilleurs joueurs de poker va être d'être capable d'aller chercher les décisions qui sont très légèrement EV+, que ce soit grâce à leur travail des différents spots avec le solver ou même simplement grâce à leur instinct, et d'aller chercher la petite mise de value en plus, le petit bluff en plus que les autres joueurs ne sont pas capables de faire. Sur ce, j'espère avoir été clair sur ce concept fondamental du poker mais pas forcément le plus évident à expliquer, et on se retrouve non pas la semaine prochaine mais dans 2 semaines puisque j'ai le plaisir de partir au Sismix à Marrakech la semaine prochaine, où j'essaierai donc de faire quelques perfs en live mais où j'aurai du mal à tourner une vidéo. On se dit donc à dans 2 semaines pour les prochains shorts et le prochain épisode. Salut à tous!